Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la deuxième partie de mon point lecture pour le mois d'avril qui sera concentrée en fait sur des lectures de science-fiction puisque j'ai participé pendant ce mois d'avril au challenge organisé par Céline Lecture sur Instagram qui s'appelait Avril autour de la SF où il était question de lire et de visionner séries, films en rapport avec la science-fiction. Donc, je vais d'abord vous parler des 4 livres que j'ai lus dans ce contexte-là, et ensuite des quelques films que j'ai regardés. Alors, dans le challenge, il y avait plusieurs petits paliers, c'était super sympathique, puisque chaque palier correspondait à un personnage plutôt connu et reconnu de la science-fiction. Pour titre d'exemple, il y avait 21 paliers, et le dernier était Thanos. Donc c'était vraiment très sympa et ensuite il y avait des groupes de discussion sur lesquels on a pu échanger sur nos lectures et nos visionnages et voilà, c'était un challenge que j'ai beaucoup apprécié et que je referai certainement l'année prochaine si Céline décide de le reconduire. Voilà, donc je commence tout de suite par la première lecture que je vais vous présenter donc dans ce cadre-là. Il s'agit de Destiny de Cecilia Ahern, sortie aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc là, on est dans une dystopie où, en plus du gouvernement, il existe une guilde qui juge les gens sur leurs actes pour savoir s'ils sont parfaits ou imparfaits. Être imparfait, c'est-à-dire avoir fait quelque chose qui relève du mensonge ou être sorti du droit chemin ou avoir été déloyal envers la société. Enfin voilà, c'est très très subjectif et il en revient au espèce de tribunal de la guilde de juger si ce que vous avez fait est considéré comme un acte imparfait. Quand vous êtes imparfait, vous êtes marqué physiquement, donc sur le corps, en fonction de l'acte que vous avez commis. Et également, vous avez un brassard qui vous identifie comme imparfait. Vous êtes bien sûr mis en marge de la société. Donc autant dire que c'est pas très sympa, très marrant d'être imparfait. Dans ce contexte-là, on rencontre Célestine, qui est une jeune fille qui a 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, et qui est parfaite, qui vit avec ses deux parents et sa petite ou sa grande sœur, je ne sais plus. Elle est extrêmement bonne à l'école, elle fait tout comme il faut, elle a un petit ami parfait, ils ont une petite relation parfaite, voilà. Donc vraiment, tout est millimétré, tout est bien cadré, elle se voit déjà son avenir tout tracé, etc. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, on va dire. Sauf que bien évidemment, vous vous doutez bien que il va se passer un événement qui va remettre en question un peu les croyances de Célestine, qui jusque-là était complètement, enfin adhérait complètement aux actions de la guilde. Et voilà, ça va peut-être un peu la faire réfléchir. Donc voilà, vous voyez bien qu'on part sur de la dystopie vraiment très classique. Elle a été écrite en 2016, donc peut-être que c'était un peu original à cette époque-là, puisque c'était un petit peu les débuts. Enfin, je ne me rappelle plus exactement la période à laquelle ça a commencé un petit peu ce type de roman, où ça a été un peu la mode. En tout cas, pour l'avoir lu maintenant, effectivement, sans grande surprise. Beaucoup d'événements étaient très prévisibles. Voilà, c'était pas la dystopie qui révolutionnait le genre. Révolutionnait le genre. Quoi qu'il en soit, c'était quand même une lecture très sympathique puisque petit à petit, on se laisse happer par les événements. On est dans la tête de Célestine tout du long, hein, puisque c'est à la première... je sais pas si c'est la première personne. Non, c'est pas la première personne, mais enfin, en tout cas, on est uniquement dans la tête de Célestine. Donc, on est bien immergé, bien évidemment, dans ses sentiments, dans ses questionnements. Voilà, c'est une jeune fille qui est un peu naïve au départ, et puis qui, petit à petit, va peut-être ouvrir les yeux ou pas. Enfin, voilà, on est vraiment immergé, en fait, dans son esprit et dans ses réflexions. Et du coup, ben voilà, c'est très intriguant parce qu'on se demande comment elle va évoluer et ce qu'elle va faire de ce qu'elle va, de ses réflexions. Et voilà, c'était très intéressant quand même. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, c'était très agréable à lire. C'est plutôt court, c'est écrit très gros, voilà, c'est du young adulte basique. Franchement, bah, si vous aimez les dystopies, je vous le conseille parce que franchement, c'était très très bien à lire quand même.
sachant que moi, j'ai envie quand même de connaître le fin mot de cette histoire, et étant donné que c'est une duologie, je me suis commandé dans la foulée le tome 2, que je lirai, j'espère, dans pas très longtemps, pour pas oublier ce premier tome, parce que je pense pas que ça restera gravé dans ma mémoire. Voilà, donc quand même un très bon roman de dystopie, si vous voulez passer du bon temps, pas vous prendre la tête, et voilà, passer un agréable moment de lecture. Le roman suivant n'est pas vraiment un roman qu'il faut lire quand vous avez envie de quelque chose de léger, puisque on est dans un vrai space opéra avec ce roman, Le Chant des Fenjik de Luce Basseterre, sorti aux éditions Mnemos. Là, on se retrouve dans un univers peuplé d'extraterrestres, tous les plus différents les uns que les autres. Donc, on va suivre principalement un félidé qui s'appelle Smirfur et un reptilien qui s'appelle Wu. Je vais vous le dire, mais c'est un prénom composé que j'ai un peu du mal à retenir. Wu Nakdu, enfin j'espère que ça se prononce comme ça, qui est donc un reptilien. Ils vont se retrouver tous les deux, bien malgré eux, au cœur d'une rébellion des cybersquales. Alors qu'est-ce que c'est les cybersquales? En fait, ce sont des Fenjik, voilà, qui sont des espèces d'énormes mammifères de l'espace, qui ressemblent un peu à des énormes baleines, on va dire, qui ont été asservis, on les a lobotomisés, on leur a mis une intelligence artificielle, on les a évidés en partie, pour pouvoir installer du matériel, des choses comme ça, et ils sont devenus du matériel de transport. Voilà. Donc autant vous dire qu'ils n'ont plus conscience de ce qu'ils sont, mais par les événements qui vont se passer, il va y avoir une espèce de rébellion, et Smirfur et Wonakdu, vont être embarqués là-dedans, voilà, sans avoir cherché à l'être. Voilà en gros l'histoire. Je tiens à préciser que la narration est un peu originale, puisque on se retrouve dans un univers où, comme je vous disais, les extraterrestres sont tous très différents. Et certains sont hermaphrodites, n'ont pas de genre particulier. Donc on est sur une narration où l'autrice utilise beaucoup de pronoms, d'articles possessifs, de choses comme ça qui sont non genrées. Donc les premières pages, il faut s'y habituer en fait. Alors moi ça m'a pas dérangé, je suis ouverte à ça, au contraire, je trouve que c'est très intéressant et très important. Et ça colle vraiment bien au roman, puisque voilà, comme je vous disais, les personnages sont pas forcément binaires, et du coup ça rentre bien dans le thème du roman, avec le thème du roman. Mais voilà, il faut s'y habituer, surtout quand on n'a vraiment pas l'habitude, qu'on n'en a pas beaucoup vu. Les premières pages, voilà, c'est un petit peu déroutant. Mais après, ça passe très vite, hein, une fois qu'on a compris le truc, ça passe très bien. J'ai trouvé l'univers qu'a créé Luce hyper riche. Voilà, c'est vraiment très très riche, c'est fouillé, c'est-à-dire que chaque race a vraiment ses particularités. On n'en découvre pas beaucoup, mais celles qu'on découvre sont vraiment très caractérisées. Il y a beaucoup de rebondissements, on s'ennuie pas. On est baladé dans l'espace d'une planète à une autre, en compagnie donc de nos héros, mais également de certains cybersquales. C'est mouvementé, il y a beaucoup d'aventures. C'est pas forcément facile pour tous les personnages. Voilà, c'est vraiment passionnant en fait à découvrir, parce que c'est très fouillé et que c'est très riche. Après, j'ai trouvé que arrivé à peut-être 2/3 du roman à peu près, ou peut-être la moitié, je sais pas exactement, on commence à avoir de plus en plus de personnages, puisque c'est un roman choral. Donc au début quand même on se focalise sur les deux dont je vous ai présenté tout à l'heure, et ensuite petit à petit d'autres personnages viennent se greffer, et en fait au bout d'un moment il y en a beaucoup, et beaucoup qui se ressemblent, on va dire, puisque les cybersquales, on n'a pas vraiment le temps en fait de vraiment les connaître pour pouvoir les différencier facilement. Donc de temps en temps il fallait que je revienne au début du paragraphe pour savoir dans la tête de qui je me trouvais. Voilà. Bon, ça m'a pas empêché de passer un excellent moment de lecture avec ce roman, parce que je l'ai trouvé hyper original et ça l'a fait avec moi, quoi.
Voilà, donc personnellement, c'est un roman que je recommande pour les adeptes de SF. Peut-être pas pour ceux qui commencent parce que ça risque d'être un petit peu compliqué à suivre, mais c'est pas non plus inaccessible, donc voilà, s'il vous tente, surtout n'hésitez pas, foncez. Ensuite, je continue avec le troisième livre que je vais vous présenter qui parle de SF, du coup, donc c'est Sous la lumière d'Hélios de Dominique Lémury aux éditions Armada. Avant tout, et je tiens à vous montrer l'objet livre. Je vous avais déjà montré hein, dans mon book haul quand je l'avais acheté l'année dernière à Ménétrol. Marque-page tombée. Donc ce livre est vraiment très très beau. Donc déjà la couve. Alors l'illustrateur est Jean-Mathias Xavier que vous pouvez retrouver sur Insta. Et en fait, à l'intérieur, vous avez déjà, par exemple, un rabat, là, avec une magnifique illustration de l'héroïne, qui s'appelle Clara. Et à l'intérieur, vous avez également quelques... alors, je vais vous montrer quelques illustrations, voilà, par exemple. Voilà. Voilà, donc le roman est parsemé comme ça d'illustrations et c'est vraiment un super livre, il est vraiment très joli et très bien fini, c'est un super travail éditorial. Donc pour l'histoire ici on est dans un planète opéra cette fois-ci et on va suivre Clara qui suite à des événements sur Terre va se retrouver embarquée dans un vaisseau en direction d'une planète Gliese pour la coloniser en fait. Donc elle va être mise dans un coma artificiel pendant 200 ou 300 ans, je ne sais plus exactement, et se réveiller aux abords de cette planète qu'ils doivent découvrir et coloniser. Sauf que au moment où ils arrivent, en fait, il y a déjà des colons sur la planète. En fait, quelques années après leur départ, un autre vaisseau a été envoyé et ayant bénéficié d'avancées en fait technologiques plus avancées, ils sont arrivés avant. Donc voilà, l'équipage du vaisseau de Clara va devoir s'adapter à non seulement à ce nouvel environnement, mais également à cette colonie déjà installée. J'ai particulièrement aimé découvrir cette planète, donc à la base c'est Gliese, et en fait les nouveaux colons déjà installés l'ont appelée Eltanis. Donc j'ai adoré découvrir Eltanis, qui est une planète qui tourne autour d'un soleil rouge, donc le décor est complètement différent de ce que l'on peut connaître, et c'est très bien décrit, très bien rendu par l'écriture de l'autrice, donc on découvre des paysages, on découvre de la faune, de la flore, etc. Et c'était vraiment passionnant de découvrir cette nouvelle planète. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. J'ai également beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvés très bien caractérisés. Ils ont chacun des particularités, pardon. Ils sont chacun issus de milieux différents, de pays différents, donc ils ont des cultures différentes. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très bien rendu, qu'on avait des personnages très diversifiés et avec du caractère, avec des idées bien précises, etc. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé rencontrer cette panoplie de personnages tous différents. Alors après la première partie où c'est un petit peu justement de la découverte, et nous aussi, donc on s'adapte avec les personnages à ce nouvel environnement. Petit à petit, bien sûr, il y a une intrigue qui va survenir. On va découvrir des créatures qui ne sont pas forcément sympathiques. On va découvrir le VOD, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les risques liés à ça? Je ne peux pas trop vous en dire, je ne voudrais pas vous spoiler, il faut vraiment le découvrir. Et voilà, petit à petit, on rentre vraiment dans cette histoire et les aventures de Clara. Donc, il y a vraiment toute une réflexion sur l'impact que l'humain a, que les activités humaines ont sur l'environnement, sur son environnement. Et là, vraiment, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans ce thème-là. On est aussi dans le thème du rejet des humains par rapport à des particularités, etc. Comment accepter l'autre en fonction de certaines différences, etc. Et voilà, tout ça, c'était des thèmes abordés que j'ai trouvé extrêmement bien rendus, qui font réfléchir, et voilà. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai quand même un petit reproche à lui faire, c'est-à-dire que les explications de fin, moi je les ai trouvées un petit peu complexes. Il a vraiment fallu que je me pose, que je réfléchisse
pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et c'est vrai que du coup, ça m'a voilà, ça m'a fait terminer sur une note un peu moins positive, alors que j'avais vraiment adoré tout le reste du roman. Et aussi, voilà, du coup, ça enchaîne sur une fin plutôt rapide, ça va un peu vite. Enfin, la conclusion, après ces explications complexes, la conclusion est très rapide. Voilà, donc on peut dire que c'est la seule chose qui m'a un tout petit peu dérangée sur la fin de ce roman. Mais franchement, avec tout le reste, ben, c'était vraiment top. Et j'ai passé vraiment un très très bon moment parce que je me suis vraiment immergée sur cette planète et c'était très agréable à lire. Le dernier roman que j'ai lu de SF pendant ce mois d'avril, donc cette quatrième lecture, n'est autre que Illuminae, le tome 3, dossier Obsidio, écrit par J. Christophe et Amy Kaufman et sorti aux éditions Casterman. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette saga, que j'ai adoré le tome 1, que j'ai adoré le tome 2, j'ai adoré aussi ce tome 3. Alors, la saga dans son ensemble, pour moi, est un coup de cœur, même si ce tome 3 a un chouïa moins bien que les deux autres, je trouve. Dans le premier tome, on suit Erza et Caddy, dont la planète est attaquée par la société Biotech. Sur leur planète, en fait, il y a une usine, alors, je sais plus, qui produit un matériau, ou je sais plus exactement, je me rappelle plus, mais elle est illégale. Et du coup, la société Biotech, BTech, je crois, pardon, ben, pense que ça passera inaperçu, puisque de toute façon, ils étaient pas là de façon légale. Bref, va s'en suivre une aventure dans l'espace, puisque on est là encore dans un space opéra. Caddy est une jeune prodige de l'informatique et elle va essayer de décrypter les intentions de BTech et également de leurs sauveurs, puisque des vaisseaux sont venus essayer de sauver la population. Donc voilà, il y a tout un tas de complots, de rebondissements, etc. Les particularités aussi de ces romans, c'est leur forme, puisque on est dans des romans où on suit les personnages, enfin on suit l'histoire au travers par exemple de changes de mails ou de conversations instantanées. On a aussi voilà, des affichages comme ça, on a des dessins parfois, on a des pages en fond noir. Voilà, il y a vraiment tout un tas de documents. En fait, c'est comme si on lisait un rapport avec tout un tas de documents qui nous racontent l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça très original, j'ai adoré suivre l'histoire de cette façon-là. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, franchement, ça a matché avec moi, c'était vraiment génial. Dans le tome 2, on suit un autre couple de jeunes. C'est toujours dans la même histoire, mais ils sont pas tout à fait au même endroit. C'est Anna et... Moi, je ne me rappelle plus le prénom du garçon. Donc voilà, il va y avoir aussi toute une suite d'aventures qui ont toujours un fil rouge avec l'attaque de BTech initiale. Les deux jeunes qu'on découvre dans ce tome 3 sont un peu éclipsés en fait par les personnages qu'on a rencontrés dans les tomes précédents que j'avais adorés. Et du coup, voilà, dans ce tome 3, ça fait un peu de l'ombre à ces deux nouveaux personnages qui sont, je trouve, un petit peu moins fouillés, enfin en tout cas, moins caractérisés que les précédents. Voilà, donc c'est la seule chose que je peux dire qui a fait, en tout cas, que j'ai un petit peu moins apprécié ce tome 3. Mais en tout cas, la saga générale, dans son ensemble, est un sacré coup de cœur pour moi. Voilà, c'est de l'aventure, il y a beaucoup de complots, de rebondissements, c'est vraiment ça, on ne s'ennuie pas parce que sans arrêt on a un rebondissement. Alors on est vraiment avec eux dans les vaisseaux, je sais pas comment dire, c'est hyper immersif. Moi, j'ai trouvé ça hyper immersif. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. On est vraiment happé par cette histoire. On est effrayé, vraiment. On a peur pour les personnages parce que franchement, il y en a plein qui sont pas épargnés. On se demande si, ben voilà, qui va s'en sortir, qui ne va pas s'en sortir. Euh, Enfin voilà, c'est vraiment prenant, c'est vraiment
passionnant et j'ai beaucoup dit passionnant dans ce roman, dans ce point lecture, il me semble. Mais vraiment, voilà, vous pouvez voir que j'ai fait des lectures qui m'ont vraiment, et je dis beaucoup vraiment aussi, non? Des très très bonnes lectures et qui m'ont fait passer de très bons moments. Donc voilà, c'était pour vous partager un petit peu ça, que je répète certains mots parfois. Désolée. Voilà pour les lectures. Maintenant, je vais vous parler rapidement parce que je suis très mauvaise pour faire de la critique de films, contrairement, enfin, au livre, je ne veux pas dire que je suis très bonne pour ça non plus, mais disons que je suis un petit peu plus à l'aise. Pour les films, pas du tout, hein. Donc, je vais juste vous en parler rapidement. Pendant ce challenge, j'ai décidé de regarder le film Dune, qui date de 1984, qui est quand même normalement une référence de la SF. Mais voilà, comme je vous disais, il était sorti en 84, et bien ça se voit. Voilà, donc dans cette histoire, on suit alors un peuple dont j'ai oublié le nom, qui est en charge de protéger la planète Dune. Alors c'est pas le vrai nom de la planète, c'est son surnom, je me rappelle plus le nom de la planète. Ne me demandez pas, je ne sais plus. Je l'ai vu en début de mois d'avril, donc ça fait déjà un mois. Surtout que bon, on peut pas dire que c'était une grande découverte. Et donc ce peuple est chargé de de protéger cette planète, puisque c'est sur cette planète que on extrait ce qui s'appelle l'épice, qui est un matériau très recherché, qui coûte très cher, etc. Bien sûr, ils vont être attaqués, etc. Bref, ça a plutôt mal vieilli. Bon, forcément, au niveau des effets spéciaux, il y a des espèces d'hologrammes. Bon, ben forcément, avec ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, c'est pas comparable. Mais au-delà de ça, il y a aussi du jeu d'acteurs qui est... je sais pas, ils sont... on dirait qu'ils sont extérieurs à ce qui se passe. Il n'y a pas de... Les expressions sont soit neutres, soit extrêmement exagérées. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, hein. En plus, on entend leurs pensées, c'est-à-dire quand ils pensent, au lieu de montrer par des actes, etc., on les entend penser. Ah, bon, bien sûr, c'est la pensée. Tiens, il se passe ci, tiens, pourquoi il fait ça, etc. Enfin, c'est pas écrit, mais voilà, c'est pour vous essayer de vous faire comprendre comment c'est filmé. Moi, ça m'a hyper dérangé, quoi. C'est un peu comme dans un roman où on vous dirait il est en colère au lieu de vous montrer les gestes de colère. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc autant dire que ben, ce film ne m'a pas plu. Je sais que là, il prépare une nouvelle adaptation. J'espère qu'elle sera un petit peu plus réussie. J'espère aussi réussir à me convaincre de la regarder, puisque du coup, connaissant l'histoire, je, je pense qu'il y a de quoi faire, mais voilà, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Voilà pour le premier film. Ensuite, je me suis refait toute la saga des Hunger Games. Donc, les trois, enfin, il y a 4 films, c'est-à-dire qu'il y a le 1, le 2 et le 3 qui est en 2 parties, qui correspond à la trilogie des romans. Ben, j'avais quand même de bons souvenirs de cette trilogie, enfin de cette quadrilogie que j'avais déjà vue à sa sortie. Et en fait, j'en gardais de bons souvenirs. Et bah, ça a fait un peu la même chose. Je trouve que ça colle, parce qu'entre-temps, du coup, j'ai lu les romans. Et je trouve que vraiment, ça colle au roman. C'est quand même pas très éloigné. Bien sûr, dans les romans, il y a des scènes qui manquent dans les films. Ça, c'est vrai. Des scènes qui peuvent parfois avoir un peu d'importance, surtout par rapport à la psychologie des personnages. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas tout mettre dans les films. Mais franchement, je trouve que de manière générale, c'est plutôt fidèle quand même. Par contre, je dois dire qu'au niveau du personnage, par exemple, de Pita, je l'ai largement préféré dans les livres, puisque je trouve que dans le film, son caractère ressort pas suffisamment, en tout cas. Et aussi, on comprend mieux les motivations de Katniss, puisque quand même, les romans sont écrits sous son point de vue à elle. Donc, bien sûr, dans le film, le film permet de voir au-delà du point de vue de Katniss, donc ce qui s'est passé en dehors de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, etc. Mais du coup, on est moins imprégné par ses pensées, enfin moins dans sa tête, justement, alors que dans les livres, on y est carrément. Et voilà, du coup, on comprend beaucoup mieux ses motivations dans les livres que dans le film.
quoi qu'il en soit, j'ai toujours beaucoup aimé, enfin j'ai de nouveau beaucoup aimé les films. Et enfin, le dernier film, non, on s'est fait 2 autres films, pardon. D'abord, Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Alors là, c'est sur une invasion extraterrestre. Tom Cruise va se retrouver en plein cœur de la bataille, soi-disant finale, qui est censée mettre fin à l'invasion extraterrestre. Sauf que, en fait, il va y avoir un événement qui va faire qu'il va revivre cette journée tous les jours. En fait, il va se réveiller tous les jours le même jour de cette nouvelle journée jusqu'à ce qu'il trouve pourquoi et comment régler le problème. Alors j'ai bien aimé, bon après c'est un film où il y a en fait beaucoup de batailles, beaucoup de bastons, ça pète de partout, on peut pas dire que ce soit très recherché, voilà, mais ça fait passer un bon moment. Il y a quelques petites choses que j'ai trouvées un peu tirées par les cheveux, enfin une en particulier que je ne m'explique pas. Mais bon, dans l'ensemble, c'était un bon divertissement et voilà, on a passé un bon moment en regardant ce film. Et le dernier qu'on a regardé, qu'on a plutôt revu, c'est Avatar. Ben voilà, hein, je ne vais pas vous parler d'Avatar, pratiquement tout le monde connaît. Donc là, on est dans l'espace, les humains envahissent la planète des... je ne me rappelle plus les noms, moi je suis une catastrophe avec les noms. Voilà, des grands hommes bleus, hein, et pour extraire du minerai cher. Et voilà, donc c'est cette bataille pour la planète. J'adore ce film, hein, de toute façon. J'adore les décors. J'aime beaucoup cette immersion dans cette population avec ses cultures, ses habitudes, ses croyances, etc. Donc voilà, c'est un film que je regarde toujours avec grand plaisir. Et une fois de plus, on s'est régalé à visionner ce film. J'ai toujours envie de dire roman au lieu de film, je ne sais pas, parce que forcément, j'ai pas l'habitude de parler de film. Voilà, donc c'est tout pour ce qu'on a vu pour la SF. Ah si, on a essayé aussi la série The Expanse, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, qui est sur Netflix, il me semble. On a regardé 4 ou 5 épisodes, je ne sais plus. Moi, personnellement, j'ai pas du tout accroché aux personnages. Je les trouve pas sympathiques, pas attachants, ils ont rien pour eux. Donc j'ai pas du tout accroché. On va peut-être quand même essayer d'aller jusqu'au bout de la saison 1 parce que j'ai eu des bons avis sur la fin de cette saison. Donc peut-être si on arrive à se motiver, on ira jusqu'au bout de cette saison 1 pour voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas hyper motivée. Alors autant les images, le concept, l'environnement politique, etc. Autant ça, c'était sympa. Au début, je me suis vraiment dit, ouais, super, on est dans l'espace, on va se retrouver avec des personnages qui se retrouvent par un concours de circonstances ensemble alors qu'ils ne s'entendent pas particulièrement et ils vont devoir essayer de survivre ensemble, etc. Je me suis dit, top, ça va être génial. Et en fait, non, ils sont pas attachants, quoi. Enfin, en tout cas, leur relation, il y a rien qui naît, il n'y a rien qui se crée. Et voilà, enfin, pour l'instant, ça m'a pas branché des masses. Donc on verra par la suite si on décide de continuer ou pas. Voilà, bah dites donc, je pense que j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que ça vous aura intéressé et que cette petite partie film vous aura aussi, bah, ça change, donc vous aura intéressé aussi. Merci en tout cas d'être allé jusqu'au bout si vous êtes là. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez aussi participé à ce challenge et ce que vous avez lu, visionné, etc. pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez des avis sur les livres que je vous ai présentés, voilà, surtout n'hésitez pas. Vous savez très bien que le but c'est toujours d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!